Bonsoir à tous, bienvenue dans votre magazine d'enquête 52 minutes pour comprendre. Je me trouve actuellement au sein de l'université Félix Houphouët-Boigny à Abidjan. Bâtie sur 205 hectares, plus de 50 000 étudiants et plus de 2000 enseignants-chercheurs fréquentent ce campus. Ce soir, nous allons parler de l'enseignement supérieur. Créé en 1964, cet établissement public administratif d'enseignement supérieur et de recherche a joui jusque dans les années 80 d'une excellente réputation en Afrique de l'Ouest francophone. Mais ces dernières années, la violence, les grèves à répétition ou encore les années académiques non respectées ont terni l'image de cet établissement. Nous avons donc voulu comprendre comment fonctionne l'université Félix Houphouët-Boigny. Quels sont les acteurs sur place? Quelles sont les difficultés qu'ils rencontrent? Quelle est la qualité de l'enseignement dispensé? Dans quelles conditions étudient vos enfants? Et surtout, quel est le rôle des syndicats au sein de l'université? C'est un document exclusif réalisé par Charles Jégou, Jean-Noël Kwame, Louis Rouato et Gérard Racco. Abidjan, Université Félix Houphouët-Boigny. Environ 50 000 étudiants inscrits, plus de 2000 enseignants, 13 unités de formation et de recherche, 34 amphithéâtres pouvant accueillir jusqu'à 500 étudiants. Seuls 2 auraient la climatisation qui fonctionne. Écrire une histoire du train à partir de ce que vous avez vu. S'il vous plaît. On peut continuer? Il est 16h30. Les étudiants sont dans cet amphithéâtre depuis 1 heure. Une chaleur difficile à supporter, du côté des profs comme des étudiants. Et pour cause, la climatisation ne fonctionne pas. Mais là, la clim, ça ne marche pas du tout. Hein. Vous voyez comment il fait chaud? La clim ne marche pas. C'est comme ça tous les jours? Oui, c'est difficile. Pourtant, ils nous avaient dit qu'ils ont réparé. Apparemment, rien n'a été fait. C'est pénible, C'est pénible, non. On ne pourra même pas faire les 3 heures, on ne peut pas. Docteur Meïté, vraiment, rien n'est fait à l'amphi Léon Robert. C'est pas bon. Moi, nous, on la coupe maintenant ici. Bon, vraiment, il y a te laissé. Merci, il y a te laissé. Un enseignant sur les nerfs et une étudiante évacuée pour cause de malaise. Les professeurs décident de suspendre leurs cours et de libérer tous les étudiants. Bon, le cours n'est pas encore fini. Vous voyez les conditions dans lesquelles nous travaillons là. Il fait très très chaud. Au risque de m'étouffer. Au risque de m'étouffer. Donc voilà, je préfère partir le temps que la climatisation soit réparée. Ça fait combien de temps que cet amphithéâtre il est comme ça? Bon. Vous savez, quand on était dans la salle, j'ai appelé la structure qui s'occupe de ces choses-là, qui dit que oui, voilà, la semaine dernière, ça a été réparé. Et voilà, vous avez tous constaté. Hein. J'ai appelé l'un des responsables, mais il ne m'a pas convaincu. Dans de telles conditions, on ne peut pas travailler, mais les gens vont s'étouffer. Ce jour, il fait 35 degrés à l'extérieur et certainement 5 degrés de plus dans les salles. Alors devant tous les amphithéâtres, les étudiants se plaignent. Nous travaillons dans des conditions désagréables. C'est avec le courage que nous venons. Lorsque tu arrives ici, tu te rends compte automatiquement là, tu vois les réalités. Les réalités sont énormes. C'est insupportable que des étudiants puissent vraiment recevoir des conditions comme ça. Dans ce cadre comme ça, sans climatisation, c'est le fou total. C'est parce que les procès sont gentils. Et puis ils ont vécu certaines choses, raison pour laquelle ils s'efforcent à nous donner les cours. Sinon, normalement, c'est pas... Nous sommes nombreux, il n'y a pas de clim, et on n'entend pas. On a des sérieux problèmes parce qu'on ne peut pas faire le cours comme ça. Là, quand nous sommes sortis, pour venir respirer un peu et après aller suivre encore le cours. L'université Félix Houphouët-Boigny a été créée en 1964. En 2012, l'État a investi plus de 100 milliards de francs CFA pour sa reconstruction et son assainissement. Bâtiments neufs, espaces verts entretenus, infrastructures sportives de qualité, minibus électriques pour se déplacer offerts par une société privée. En apparence, aujourd'hui un campus où il fait bon vivre. Mais dans les faits, c'est beaucoup plus compliqué.
comme dans cette chambre. Il fait pour le il a percé. Non, côté percé, il va tuer même 1 kilo. Charles a 23 ans, il est en master de communication. Il squatte depuis 3 ans cette chambre. Non, le riz finit vite, ça c'est sûr. Le riz finit vite. On dit de prendre 2 verres, vous prenez peut-être 3 verres, c'est pas normal. Je voulais vous interpeller parce que depuis je voulais utiliser la bouteille d'huile. Je me rends compte qu'elle n'est pas là. En plus, je voulais les chaussures, les habits, on vole aussi les bidons d'huile, les portables, tout ça là. Voilà pourquoi on se remet à terminer du tout. C'est la chambre dans laquelle tu vis ou elle t'a été attribuée par l'université? Ce n'est pas la chambre que le crew m'a octroyée, mais c'est celle dans laquelle je vis, par le bien d'un ami. Tu n'as pas réussi à avoir une chambre par le biais du crew? Non, je n'ai pas pu avoir de chambre avec le crew. Il y a les admissions qui ont été lancées. On a postulé. Donc on est en attente des résultats. Et cette fois-ci, on espère que ça va être favorable. C'est malheureusement comme ça que les choses fonctionnent. On est assez nombreux, nous qui voulons les chambres, et il y en a peu qui sont disponibles. On a plus d'une quinzaine de cités universitaires à Abidjan. Il n'y a que 4 cités qui fonctionnent. Justement, on voit que dans la chambre, il n'y a que 2 lits et vous êtes 6. Comment vous faites pour dormir? Mais là, on est obligé de dormir là, à 2. Et quelquefois, il arrive même des fois où on doit dormir à 3. Mais concrètement, comment vous faites à dormir à 2 dans un lit d'une place? Il faut avec un espace comme celui-là. Comme ça, à 2. Je suis maintenant la troisième personne ici. La troisième personne là. Mais c'est celui qui est au bord, à tout le monde qui est plus prudent parce qu'à tout moment de la nuit, peut se retrouver à terre. On a le gaz. C'est ça. On a quelques assiettes avec lesquelles on se débrouille. Un peu de nécessaire pour la cuisine, dans les casseroles. On s'approvisionne en matière de vivres. Donc là, on n'a plus pratiquement rien. On n'a plus pratiquement rien, je crois. Ça, c'est la pâte d'arachide, là, des aubergines, donc il n'y a plus rien comme poisson, tout est fini. Mais quand on a un peu d'argent, on s'approvisionne, on conserve là. Et malgré les apparences, ce réfrigérateur fonctionne. Nous sommes plus de 6 personnes. Donc chacun peut s'acquitter de la somme de 1 000 francs, 2 000 pour pouvoir trouver la somme qu'il faut pour payer. Comme c'est 6 000, si 3 personnes ont 2 000, tout de suite on a les 6 000 pour pouvoir payer. Et comment vous faites pour avoir l'argent, pour vous nourrir, pour vos dépenses et tout ça? Dieu crée toujours les conditions pour que on ait, je vais dire quoi, des occasions de contrat avec des gens. Bon, on peut aller faire un tel truc qui peut te rapporter sur les 120 000. On peut te solliciter, bon, j'ai besoin de tel nombre de personnes pour me faire tant. Si tu arrives à fournir ces personnes-là pour aller travailler, on peut te donner un truc dessus. Et puis aussi, la vie associative permet quand même d'aller au contact d'un certain nombre de personnes qui, quelquefois, peuvent secourir dans les situations difficiles. Pour s'inscrire dans cette université, il faut régler les frais d'inscription. Les prix diffèrent en fonction du cycle d'études. Ils varient entre 30 000 francs CFA pour chaque année de licence et 90 000 francs CFA pour chaque année de doctorat. L'État prend en charge 70% des frais de scolarité. Autrement dit, une année d'université coûterait sans l'aide de l'État entre 100 000 francs CFA et 300 000 francs CFA. Charles est délégué de classe, un titre qui lui confère un pouvoir qu'il apprécie particulièrement. Je suis président de l'ADASCOM. Oh là là, depuis ce matin, tu me sais de venir. Ah oui. Pourquoi tu as voulu être délégué alors? Le délégué, c'est le chef de la classe. Il est le porte-voix de ses condisciples auprès de l'administration. Donc, il parle en même temps pour l'administration auprès des étudiants, mais parle aussi pour les étudiants auprès de l'administration. Mais moi, j'ai remarqué que les délégués parlaient plus de l'administration auprès de nous que des étudiants auprès de l'administration.
Donc pour moi, il fallait tenter d'être délégué pour essayer d'échanger les choses. Délégué de classe, et comme beaucoup d'étudiants de cette université, Charles est membre d'une association universitaire. Il est le seul étudiant du campus à avoir accepté qu'on le suive dans son quotidien. Depuis combien de temps vous êtes à l'université? Bientôt 5 ans. 5 ans que je suis là. Pour être étudiant à l'université, on est obligé d'être dans des associations ou des syndicats? Non, pas du tout. Ça ne sert aucunement de condition. Chacun est libre d'appartenir à une association, à un syndicat, selon son propre gré. Et dans les associations, on mélange le politique et les études? Pas toujours. Pas toujours. Arrivé à un certain moment, ça devient un choix et une responsabilité individuelle à assumer. Mais ce que je peux dire à ce sujet, c'est que les associations rapprochent de la politique. Et quelle est l'association la plus puissante à l'université? Je dirais que c'est la FESI. Elle est assez représentée. C'est avec cet organe également que les étudiants arrivent également à influencer, je veux dire, l'autorité, le décideur en Côte d'Ivoire. Et quelquefois ça déborde. Le débordement vient du fait que quand on n'est pas content, quand on a l'impression que l'homme administratif ne nous écoute pas, c'est d'arrêter les coups. C'est en arrêtant les coups que souvent la mésentente arrive. Être chef, diriger, contrôler, avoir du pouvoir pour se faire entendre, des mots qui résonnent particulièrement dans cette université et pour cause. De nombreuses associations gouvernent le quotidien des étudiants, et notamment une, la FESI. Le rôle officiel de cette fédération, défendre les intérêts des étudiants sur le campus. Mais il n'est pas rare qu'elle outrepasse ses prérogatives. Comme ce jour, alors que nous suivons Charles dans son quotidien, nos équipes sont interpellées et menacées. Monsieur, oui. Lui qui a demandé l'autorisation là, il faut lui dire que la FESI Campus 1 dit de ne pas mener d'activité ici. Puis pour ça quitter l'espace. On quitte le coin, donc c'est bon, on peut le filmer en train de quitter. Monsieur, si, il y a appareil, il y a confisqué ça. Non, je ne veux pas confisquer. Voilà, donc arrêtez de filmer même sur l'espace qu'elle a là même. Je te dis, je ne veux pas confisquer. Ok, mais si jamais on va là-bas près de... Quittez l'espace, quittez notre espace de Campus 1. Des menaces proférées avec agressivité. Les étudiants de la FESI nous chassent de l'université. Mais alors, qu'est-ce que la FESI ? La Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire a été créée en 1990. Depuis 2016, Assif Ujansassi, dit AFA, en est le secrétaire général national. Celui-ci est entouré d'une trentaine de personnes, dont un responsable communication, un responsable des finances et même un responsable du développement durable. Un véritable gouvernement avec ses ministres et ses militants. Organisé en sections, il se déplace en rang serré. Salut militaire, chants et cris de ralliement animent le campus. FESI! FESI! Mais difficile de rencontrer le secrétaire général national de cette organisation et impossible d'obtenir des informations sur lui. C'est l'omerta. Ah, mais qui est assis là? Le secrétaire général de la FESI. Il est où, AFA? Je ne l'ai jamais vu ici. J'ai dit mais jamais, je ne l'ai jamais vu passer ici, entrer ici là. Après de multiples appels restés sans réponse, AFA accepte enfin de nous rencontrer. Toujours entouré d'une garde rapprochée, il consent à répondre à nos questions. C'est quoi ce salut là? C'est un salut militaire. On peut dire ainsi, on peut dire cela comme ça, mais il faut dire que nous n'avons pas ambition de mimer la salutation, le salut des militaires. Voilà, il faut dire, à une période donnée de la vie de notre organisation, on a voulu quand même donner le respect aux responsables de la FESI, au secrétaire général de la FESI ou aux responsables hiérarchiques. Ce sont vos gardes du corps là derrière? Ce sont des camarades étudiants, chez nous il n'y a pas de gardes du corps. Ce sont des militants de la FESI. Lui, il est étudiant en philosophie. C'est le secrétaire général de la section de la FESI, du campus 2, et il est avec ses collaborateurs. Lui, c'est mon collaborateur, il est chargé à la communication. Voilà, c'est le secrétaire national chargé à la communication, adjoint 2. Parce qu'il y a des étudiants qui nous ont dit, nous on ne l'a jamais vu, on l'a vu 2 fois en tout et pour tout, on l'a croisé, on ne sait même pas où il habite,
C'est comme si vous n'étiez pas vraiment sur ce campus. Le fait que je ne sois pas toujours sur le campus, c'est parce que j'ai une autre responsabilité. Je suis le secrétaire général de la Confédération estudiantine et scolaire d'Afrique. Et donc, à ce titre-là, je suis par moment dans les autres pays africains pour débattre des questions qui touchent la vie des élèves et étudiants de l'Afrique. Vous comprenez? Je suis obligé de pouvoir dormir un peu partout, dormir chez certains camarades, résider dans chaque cité, afin de me rapprocher de tous les étudiants des différentes cités universitaires. Nous, on est arrivés, on nous a dit, ici c'est un État, le seul pouvoir qu'on reconnaît, c'est notre secrétaire national. Nous avons une armée. La FESI n'a pas une armée. Voilà, il est bien de le dire. Et nous sommes une organisation bien constituée. Nous avons des militants de base qui sont l'ensemble des étudiants et des responsables, des étudiants qui ont des responsabilités au sein de la FESI. Vous comprenez? Et donc, voilà un peu comment ça se passe en notre sein. Qui a l'autorité dans l'université? Non. Est-ce que c'est la FESI ou est-ce que c'est l'administration? Non, c'est l'administration qui a l'autorité. D'accord. Nous sommes Pourquoi étudiants. Alors les étudiants ne reconnaissent pas l'autorité de l'administration? Non, mais en réalité, vous venez prendre des images des étudiants, vous ne prenez pas l'image de l'administration. Et donc, si c'est l'image de l'administration que vous prenez, ça ne va pas gêner. Pour nous, c'est fait dans l'esprit de quand même protéger notre institution qui est l'université. Protéger de caméras? Des caméras parce qu'il y a certains éléments qu'on ne veut pas extérioriser. Quand même, nous avons intérêt à protéger l'image de notre institution, l'image de notre université. Même si le pouvoir de la FESI sert aux étudiants, en 2017, elle aurait d'ailleurs trouvé un stage à 60 d'entre eux et obtenu des promesses de réhabilitation et de construction de nouvelles résidences. Son image a été bien ternie par les différents affrontements qui ont pu avoir lieu sur le campus au fil des années. En novembre 2015, un conflit a même éclaté au cœur de l'université. Une lutte armée entre la FESI et une autre association, la GESI. Bilan, 1 mort et 6 blessés. Alors, fantasme ou réalité, il y a des accusations de violence. Nous ne pouvons pas nier qu'au sein du mouvement, dans les années passées, il y a eu quand même une crise interne à la FESI. Et donc, la crise a quand même fait beaucoup de dégâts. Voilà, mais nous déplorons cela. Mais depuis lors, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a plus eu de violence, il n'y a plus de machette. Quoi qu'en dise AFA, aujourd'hui encore, la violence est bien présente sur ce campus. Et ce sont ces militants qui en parlent le mieux. Quand on parle de violence, on peut dire que ça existe tant soit peu, parce que ça fait partie de notre principe, on peut dire notre article, quoi. Parce qu'ils ont écrit des textes que nous devons respecter. On a dit d'abord que nous devons dialoguer, c'est-à-dire aller vers les personnes pour leur parler de notre situation, la situation que nous voyons qui ne nous plaît pas. Et lorsque ces personnes ne veulent pas réagir, nous devons appliquer la violence. C'est-à-dire leur montrer que nous ne sommes pas contents, notre mécontentement. Donc c'est à travers cela que nous faisons appel à cette violence-là qui est inhérente en l'homme pour pouvoir nous faire entendre. Nous avons récupéré ces fameux textes qui inciteraient à être violents. L'article dont parle cette jeune fille pourrait être l'article 4 de l'annexe des statuts et règlements de la FESI. Le mot violence y est mentionné. Article 4. Prise en compte des rapports de force. Il n'est pas excessif de dire que le négociateur a besoin d'un minimum de violence pour conduire les négociations pacifiques. Autrement dit, cet article inciterait à la violence, même en cas de négociation. Avec un tel comportement, la FESI ne peut qu'imposer sa loi au sein du campus. On vous accuse de racket. Nous, on a discuté avec des commerçants ici. Ils nous ont dit qu'on est obligé de donner à la FESI parce que sinon, ils ne nous laissent pas tranquilles. Sinon, ils cassent tout. Sinon, voilà. Vous êtes entré ici, on vous a imposé un frais. Vous pouvez demander à plusieurs commerces. Jamais, moi, je me suis rendu devant un commerce pour lui demander un frais d'installation ou bien... Mais vous avez peut-être des membres de votre... Ce que je ne fais pas, aucun membre ne peut s'autoriser à le faire. Et s'il le fait? Mais c'est qu'il est passible de sanctions. Seule l'administration installe. C'est l'administration qui impose des taxes au commerce.
c'est pas la FESI. Tout ce qu'on dit sur la FESI, tout est faux. C'est à tort qu'on nous accuse. Voilà. Sinon que vous êtes d'accord avec... Il n'y a même pas une petite part de vérité. Vous êtes d'accord avec moi qu'aucune organisation ne peut naître en ayant pour objectif de faire la violence. Aucune organisation ne peut naître en ayant pour objectif de faire des raquettes. Le Bureau national de la FESI ne peut jamais autoriser une inconduite de la part d'un membre de la FESI. Pour pouvoir poursuivre notre immersion à l'université, nous sommes désormais accompagnés de membres de cette association. Retour avec Charles et ses colocataires. Ils s'apprêtent à quitter leur chambre quand soudain, de l'agitation sur le campus les alerte. Il y a deux groupes qui sont là. Ils sont sur le point de s'affronter. Il y a un groupe vers le sous-bois là, et un autre vers le forum. Par la fenêtre, nous distinguons des étudiants qui courent. Il faut qu'on finisse vite. Parce que les deux sections qui s'affrontent là, quand ça devient un peu difficile, ils rentrent dans les cités et pour ne pas qu'ils s'en prennent aussi à vous, on finit vite. On finit vite pour quitter là. Sur les réseaux sociaux, des vidéos sont mises en ligne presque en temps réel par les universitaires. On peut y voir des étudiants s'affronter avec des gourdins et même des armes blanches. Il y a des gros cailloux, il y a le vieux, les grands-pères qu'on fait par la première les enfants. Machin. Du coup, dans les chambres, un seul mot d'ordre, s'enfermer. Les gars, il est rentré, on a fermé la chambre là. Quand on était la dernière fois à Blocon, l'homme avec qui on était en train de se suivre, avec qui on est parti dans le bar là. C'est un mort d'échange chez cours. On rentre, on ferme les portes là. Bilan de cette altercation, 12 blessés. Le secrétaire général de la FESI a dit condamner les agissements des membres de son association. Des sanctions seraient en cours. Pour améliorer les conditions de vie des universités ivoiriennes, le ministère de l'Enseignement supérieur dispose pour cette année de plus de 77 milliards de francs CFA. Sur cette somme, plus de 46 milliards sont destinés aux universités d'Abidjan. À peu près 6 milliards pour Korogo et un peu plus d'1 milliard pour l'université virtuelle. Ces budgets permettent aux universités de payer les salaires et ses différentes charges. 9h du matin, UFR de biosciences. Le professeur Yao enseigne depuis 11 années en parasitologie, une matière qui demande du matériel technique. Qu'est-ce que c'est ça? Ce sont des études qu'on a reçues, qui n'ont jamais marché, et voici comment elles sont devenues. Voilà, voici ce qu'il y a à l'intérieur. On commande le matériel. Ceux qui sont censés l'utiliser vont le mettre en marche et se rendre compte qu'il y a une composante qui manque. Donc on signale à l'administration que le matériel que nous avons reçu a des éléments qui sont absents. Donc il faut les faire venir pour qu'on puisse l'utiliser. Donc ça, l'information est transmise, mais la suite, c'est rien du tout. Et puis à la fin, on se retrouve avec ça. Et ça, c'est depuis 2012. Aujourd'hui, nous sommes en 2018. Vous avez d'autres exemples comme ça de matériel Oui, dans le cas du même projet, voici un autre appareil. Qui décide de commander ça? Généralement, c'est les enseignants qui formulent le besoin. Et vous êtes là, et puis un jour, on vous surprend avec du matériel. On dit oui, dans le cas de tel projet, on a acquis du matériel, on vous l'envoie. Mais chaque fois quand on l'envoie, il y a des éléments qui manquent. Des machines commandées mais inutilisées car il manquerait des pièces pour les faire fonctionner. Et la visite guidée se poursuit. Ce professeur tient à nous montrer d'autres dysfonctionnements, comme ces rats de laboratoire entreposés dans les cages d'escalier. Ici, nous avons des rats de laboratoire qui sont impliqués dans un travail de recherche d'un étudiant. Et c'est à défaut de laboratoire que l'étudiant utilise la cage d'escalier qui est en même temps l'issue de secours du bâtiment. C'est-à-dire en cas d'incendie, si l'entrée principale est obstruée, les étudiants et le personnel est censé passer par ici. Mais vous voyez ce que nous avons comme matériel et c'est ici qu'il va réaliser ses travaux de recherche. Et nous avons ce système-là d'ici jusqu'en haut. Donc toutes les sorties de secours du bâtiment sont utilisées comme laboratoire. Animalerie, plus précisément. Quand vous voyez ça, ça vous inspire quoi comme sentiment? Vous savez, quelle sera la qualité des résultats de ce travail-là? C'est ça en fait.
On peut être bon chercheur, mais si on n'a pas du matériel adéquat pour faire le travail, c'est clair que l'État peut prendre un coup. Donc vraiment, comme on le dit, à l'impossible, nul n'est tenu. Vous avez des étudiants de master qui doivent faire des travaux, vous avez des étudiants de thèse qui doivent faire des travaux, ils sont obligés d'utiliser le système D. Ça, c'est le système D. L'UFR de biosciences détient l'un des plus importants budgets. Il dispose de plus de 37 millions de francs CFA, dont un peu plus de 28 millions destinés au matériel et aux fournitures. Mais d'après ce professeur, les filiales sciences souffriraient d'un manque cruel de moyens. Les étudiants restent motivés et passionnés malgré tout. Certains pourront se dire, mais pourquoi donner de l'extrait de plantes rares? Quel est l'intérêt de l'utilisation des plantes médicinales? Elle est culturelle d'abord, vous voyez. Donc nos parents qui sont dans les contrées éloignées, qui ne sont pas dans les villes, utilisent encore ces plantes dont on ignore la toxicité. Donc voilà l'intérêt du travail que nous faisons en tant que scientifiques. Je dois donc prélever le sang de ces rats et puis faire des dosages sanguins pour voir l'effet de l'extrait de plante sur les paramètres sanguins de la rate. C'est comme si un homme utilisait la plante, quel effet ça aurait sur le cœur, le foie, les reins, etc. Comme je n'ai pas le matériel qui me permet de faire le dosage des différentes valeurs que je recherche, protéines totales, alate, glycémie, comme je n'ai pas, je suis obligé d'aller en clinique au dehors, comme si c'était, là j'ai près de 20 échantillons. C'était comme si j'avais en charge ce matin 20 malades. Pour chaque malade, je dois doser près de 30 paramètres. Donc, ça me revient à 275 000. Et ça, c'est mon argent que je vais faire sortir. Ça arrive souvent, ça, que ce soit les étudiants. C'est tout le temps. Oui, c'est tout le temps. Tous ceux qui sont ici. C'est tout le temps. Ça, c'est ce que moi, je dois faire sortir. Ça, c'est juste une analyse. Quand on fait une thèse ou bien, ce n'est pas une analyse qu'on fait, c'est des analyses. Donc là, c'est une analyse qu'il doit faire. Il lui faut trouver 275 000. Tant qu'il n'a pas encore trouvé, il va attendre. Et après, c'est les mêmes autorités qui vont venir dire, mais monsieur, vous mettez du temps à terminer votre thèse. Le campus de Cocody héberge 3468 étudiants officiellement. Le soir, ils se réunissent pour des activités sportives ou pour dîner. Pour les courses alimentaires, ils peuvent compter sur leurs camarades qui ont installé un marché. Plats faits maison, fruits et légumes, pain, on y trouve de tout. Nous retrouvons Charles, l'étudiant en communication. Il est venu y faire ses courses. Il y a du placali, il y a du cavato, du riz avec la soupe du poulet. Voilà. Mais nous, on préfère plus la viande de porc. La majorité des étudiants viennent se restaurer ici alors? Pas forcément la majorité, mais ceux qui pensent être en mesure de se procurer un repas en fonction des moyens. Parce que ce qu'on nous offre au CROUS, c'est à partir de 200 francs. 200 francs. Donc ceux qui sont en manque de moyens financiers, ils trouvent du plaisir. Ils trouvent du plaisir à y manger, mais ce n'est pas forcément la qualité. Ici, un plat varie entre 500 et 1500 francs CFA. C'est plus cher que le restaurant universitaire, mais ça leur permet de varier le quotidien. Ces types de marchés, même s'ils ne sont pas officiels, sont tolérés par l'administration. La soupe sans non. Alors c'est vous qui préparez ça? Oui, oui. Vous préparez ça à quel moment? Dans la soirée. Dans la soirée? Oui. Dans la matinée, on va à Djamé, on fait les courses, on fait le marché. Et le soir, dans l'après-midi, on prépare la sauce. Et vous êtes étudiante aussi également ou pas? Oui, oui, je suis étudiante. Vous étudiez quoi? Je fais IDEA, informatique. Informatique? Oui, oui. Et le soir, vous êtes ici? Bon, actuellement, j'ai fini ma soutenance. Comme pour le moment, je ne vais pas recommencer. De retour dans leur chambre, Charles et ses colocataires convient d'autres étudiants à se joindre à eux. La solidarité sur le campus est importante, on se serre les coudes, on partage. Combien de chambres tu viens de manger ici? Normalement, ça devait être 4 personnes. Si on suppose une personne ici, une personne là, une personne, ça devait être 4 personnes. Mais vous voyez que nous sommes plus de 10 personnes. Et pour une question de générosité et de solidarité entre soi, ben, on est obligé de... C'est malheureusement ça la vie de l'étudiant ivoirien. L'État met pourtant à disposition des universités d'Abidjan un peu plus d'1 milliard de francs CFA pour les infrastructures et les équipements.
Nous avons donc demandé à la structure en charge de la gestion des logements, le CROU, de bien vouloir nous expliquer les problèmes liés à l'hébergement. Beaucoup d'étudiants n'arrivent pas à avoir une chambre à la cité universitaire. Du coup, ils squattent chez des amis. On se retrouve avec une chambre qui est prévue pour 2 personnes. On trouve à l'intérieur 6, 7, voire 9 étudiants. L'inadéquation entre le nombre d'étudiants et la capacité réelle d'hébergement fait que, effectivement, les étudiants qui arrivent à bénéficier des chambres en résidence universitaire hébergent les amis. Donc, ils peuvent se retrouver en surnombre. Donc, effectivement, ça pose aussi des problèmes de cohabitation. Ça pose aussi des problèmes de surcharge et d'action sur les capacités des chambres, donc sur les capacités même de maintenance, à savoir les robinetteries, la tuyauterie, tout ça, fait que bon, ces éléments-là sont usés beaucoup plus tôt que prévu. Étant donné que quand on demande aux étudiants de nous accorder des périodes, c'est-à-dire des vacances d'1 mois, 2 mois, pour qu'on puisse faire les maintenances, souvent ce n'est pas possible, compte tenu aussi de l'élasticité de l'année académique. De combien de places d'hébergement dispose l'université Félix Houphouët-Boigny? Ce centre régional des œuvres universitaires dispose de 5761 lits. Comme l'État a donné effectivement les moyens pour que les autres résidences universitaires soient réhabilitées, effectivement notre capacité réelle d'hébergement passera du simple au double, c'est-à-dire environ 11 000 lits. Ce qui nous donnera vraiment la latitude de pouvoir satisfaire un grand nombre d'étudiants. L'enseignement en Côte d'Ivoire reste une priorité pour le gouvernement. Mais l'université de Cocody souffre encore des années de crise, un retard pris, difficile à rattraper. Professeur Abou Karamoko, bonjour. Bonjour, madame. Vous êtes le président de l'université Félix Houphouët-Boigny. Vous avez été nommé en juillet 2016. Alors on vient de voir le documentaire à l'instant et il y a beaucoup de mécontentement de la part des étudiants et aussi des professeurs qui parlent de dysfonctionnement. Comment vous expliquez cela? D'abord, il faut vous préciser que l'université Félix Houphouët-Boigny, après la plus crise post-électorale, quand on a repris les activités au sein de l'université qui avaient été fermées pendant 2 ans pour travaux, elle n'a jamais été aussi bien équipée qu'elle l'est maintenant. C'est à plusieurs milliards que cette université a été équipée. Qu'appelez-vous bien équipée? Bien équipée, c'est le matériel didactique, le matériel de laboratoire. Et ça, vous en avez beaucoup au niveau de ce qu'on appelle en général les sciences de la santé, parce que ce sont ces lieux qui ont des appareils qui coûtent cher. Et ces lieux ont été très bien équipés. On le voit dans le documentaire. Les professeurs nous montrent justement du matériel entreposé qui n'a pas encore été utilisé. Ce sont des appareils qui coûtent tellement cher qu'il faut prendre toutes les précautions avant de les mettre à leur disposition. Et c'est pour cela que, d'ailleurs, il y a l'exigence, la nécessité de formation de ceux qui doivent utiliser, avant de les mettre à la disposition des étudiants. C'est une programmation qui s'est faite au fur et à mesure. Justement, vous parlez de l'État. Ils ont investi donc 110 milliards dans un plan de réhabilitation dont vous parliez à l'instant. Quelle est finalement la part consacrée à l'université Félix Houphouët-Boigny? Par rapport aux autres universités, sur les 110 milliards, l'université Félix Houphouët-Boigny a dû disposer de la moitié au moins. Il y a quelques insuffisances, des climatiseurs qui ne marchent pas, des salles où il n'y a pas suffisamment d'éclairage, des prises de courant qui ne marchent pas dans cette salle, des micros. Bon, quand ça c'est fait, bon, on prend toute la mesure maintenant pour satisfaire ces insuffisances. Et c'est pour cela que j'ai créé une équipe tripartite, c'est-à-dire les enseignants à travers les syndicats, le personnel technique et puis la société qui s'occupe de l'entretien des bâtiments et du matériel. Si chacun joue sa partition comme il le faut, les choses vont aller pour le bien de nous tous. Nous avons environ 55 000 étudiants ici. Alors vous voyez que c'est normal que ces choses qui sont mises à leur disposition s'usent vite. Vous avez les moyens de répondre à ces problématiques et de soigner cette université? Dans la majorité des cas,
la société chargée de l'entretien de toute l'université dispose des moyens de la part de l'État. Peut-être que ce n'est pas suffisant, mais c'est au fur et à mesure. Que peut-on dire sur la qualité de la formation au sein de l'université Félix Houphouët-Boigny? Je me réfère au jugement international parce que le CAMES, qui est l'instance suprême au niveau de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique en Afrique, nous juge tous par les niveaux des enseignants, leur promotion, et puis, deuxièmement, ce que nous-mêmes nous faisons dans chacune de nos universités à partir des résultats que nous obtenons. Il y a un bilan qui est fait et le CAMES est informé pour cela. Mais je dois vous dire que pour la qualité de la formation, là, il n'y a pas de doute, puisque au niveau de la promotion des enseignants, l'université Félix Houphouët-Boigny, qui a toujours le plus grand contingent des candidats, est toujours en tête. Est-ce que finalement on peut parler vraiment d'enseignement de qualité quand on sait qu'on a ce problème de matériel, de moyens? Nous respectons. Voilà, au niveau des TD. Mais au niveau des amphithéâtres, évidemment, en amphi, il n'y a pas... oui, non, quand vous dites sur l'effectif, dans aucune université au monde, un amphithéâtre contient toujours suffisamment le nombre d'étudiants qui veulent y prendre les cours. Il y a quand même le minimum, et comme je vous l'ai dit, c'est au fur et à mesure des problèmes et des obstacles que nous rencontrons que nous essayons de corriger pour les dépasser. Les diplômes dans les universités et les écoles publiques en général sont moins privilégiés par les employeurs que les diplômes obtenus dans les écoles privées. Pensez-vous pouvoir inverser la tendance? Dans les écoles privées, par rapport à des spécificités, il y a l'enseignement théorique et puis il y a aussi l'apprentissage pratique. C'est différent. Mais sinon, du point de vue de la connaissance, les universités publiques sont de qualité. Nos étudiants trouvent des emplois par rapport à leur formation. Pas tous. Tout est une question de formation et d'adéquation entre la formation et l'emploi. Et le système LMD vient justement s'offrir à nous pour pouvoir corriger, puisque le stage est nécessaire pour l'obtention du diplôme. Et vous avez aussi dans le LMD, il y a aussi la formation professionnalisée. Alors, que va apporter le système LMD aux étudiants? Avec le LMD, une formation, un diplôme obtenu à l'université Félix Houphouët-Boigny est valable à Atlanta. Tout à fait. Voilà. Et inversement aussi. Alors, comment se fait-il que vos services n'arrivent pas à respecter le calendrier des cours? Le calendrier des cours, on n'arrive pas à respecter parce qu'il y a beaucoup de perturbations. Quand les enseignants font des grèves, ça agit sur le calendrier. Les étudiants aussi, quand ils font des mouvements, des grèves, ça aussi, ça agit sur le calendrier. L'administration n'a aucune responsabilité? Quand vous avez par exemple des étudiants qui ne veulent pas subir un test de sélection pour les nouveaux supérieurs, quelle est la responsabilité de l'administration dans ça? On peut faire des revendications, mais sans interruption de cours, forcément. Combien de lits disponibles avez-vous rien que sur l'université de Cocody? On parle d'environ 9000 lits. Sur le site uniquement de Félix Houphouët-Boigny ou sur tous les sites? Voilà, d'accord. Des étudiants dorment dans l'amphithéâtre de médecine et d'autres sont à plusieurs dans une chambre d'étudiants. Ils sont quand même dans des conditions particulières. Hein. Si c'est quelque chose qui est connu, il y a un travail nécessaire à faire au niveau des choses des centres régionaux. Dans un pays, quand on vous dit sur le plan universitaire, il y a 9000 lits disponibles que l'État peut mettre à la disposition, il s'agit de faire une sélection. Quand on fait les sélections, qu'on a logé les 9000 dans les résidences universitaires, mais ça suffit. Est-ce que ce ne sont que des étudiants qui résident dans ces résidences universitaires? Dans la logique, oui. Normalement, oui. S'il y a des gens, des non-étudiants qui réussissent à passer entre les mailles du filet pour se loger, ça c'est autre chose. On a vu des affrontements entre étudiants. Ce n'était malheureusement pas des petites bagarres. Certains sont venus avec des gourdins, des chaînes et pire, voire des machettes. Comment est-ce possible dans une cité universitaire? Il y a des gens de l'extérieur, mais tous ne sont pas étudiants. Voilà. Mais ça aussi, ce sont des précautions qu'il y a à prendre dans les résidences universitaires, partout. Même dans les universités, ce sont des précautions à prendre pour éviter justement que de tels actes prolifèrent. Nous sommes en train
de prendre des dispositions sécuritaires. C'est-à-dire installer à toutes les entrées de l'université un système électronique. Nous sommes en train de travailler sur ça. Avec ce système électronique, lorsque vous n'avez pas la carte d'étudiant, vous ne pouvez pas passer. Quelles sont vos relations avec ces associations? Il y a une mauvaise image qu'ils ont laissée à la République. J'ai essayé donc de discuter avec les uns et les autres, les différents syndicats, et puis je leur ai donné l'opportunité de venir me rencontrer sans rendez-vous. Et qu'est-ce qu'ils vous disent quand ils viennent vous voir? En général, ils posent des problèmes académiques. C'est-à-dire, ce qui est dans les règles, quelquefois, ils veulent qu'on contourne les règles pour leur donner satisfaction. Je vous donne un exemple. Oui. La sélection du L3 au M. Non, les gens, ils ne remplissent pas les conditions, il y a des critères bien définis. Ils ne remplissent pas les conditions du master recherche et donc ils ne veulent pas se soumettre à la sélection. Ils outrepassent leur droit, là, ils vous demandent... Ils veulent qu'on fasse entorse à la règle. Et ça, ce n'est pas possible. Nous avons des partenaires, nous avons des références, et nous avons aussi des contacts internationaux. Donc, il faut qu'on s'y mette, on fonctionne dans les règles pour que ces partenariats que nous avons avec les uns et les autres puissent fonctionner normalement et même aussi avoir d'autres partenariats. Alors, pour conclure, l'enseignement supérieur contribue justement au développement d'un pays. Oui. Comment envisager l'avenir? Vous êtes optimiste? Je suis très optimiste. Parce qu'on avance. Malgré les difficultés, nous avançons, nous faisons toujours des pas en avant. Avec les moyens mis à notre disposition par l'État, on essaie de faire le maximum possible avec ce dont nous disposons. Donc on avance. Et on a les résultats lorsqu'il y a une évaluation. Aujourd'hui, on travaille pour s'inscrire toujours dans le meilleur. C'est notre objectif. Professeur Karamoko, merci de nous avoir reçus, d'avoir répondu à nos questions et de nous avoir ouvert les portes de l'université Félix Houphouët-Boigny. Merci beaucoup. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Merci aux équipes de Soprod et à la RTI. Je vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro de 52 minutes pour comprendre le jeudi 14 juin à 20h50 sur RTI 1. Il sera consacré à l'ONI, l'Office national d'identification. Excellente soirée sur RTI 1.